Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes pour l'analyse de l'actualité de la semaine par notre club de journalistes et d'intellectuels avec ce soir les derniers jours de cette folle campagne présidentielle marquée par le retour de la menace terroriste et une grande incertitude sur l'issue d'un scrutin qui inquiète l'Europe. Élections toujours, mais cette fois au Royaume-Uni, où Theresa May a convoqué des élections législatives anticipées pour le mois de juin, une annonce surprise qui a provoqué la colère de certains électeurs britanniques, comme va nous le raconter Nadia Dam, sans oublier bien sûr l'histoire de Claude Askolovitch, qui se penchera, lui, sur la santé mentale de Donald Trump, un sujet qui mobilise quelques chercheurs de renom aux États-Unis. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Renaud Dély. Plaisir de vous retrouver. C'est partagé. Toujours en bonne compagnie, évidemment. Bonsoir Guillaume Roquette. Renaud. Quel plaisir vous aussi de vous retrouver. Bienvenue à tous les trois. Alors à mes côtés, Pascal Blanchard, toujours historien, confirmé, qui est venu sans livre. Ouais. Mais bon, tout est vendu. voilà, tout est déjà vendu. Ou volé, ou enfin. Les années 30, on ne vole pas les années 30, D'accord. on achète les années 30. À vos côtés, bonsoir Anne-Elisabeth Moutet. Vous êtes toujours éditorialiste au Sunday Telegraph. Bonjour. Absolument. Et à vos côtés, Perico Légas. Vous êtes journaliste à Marianne, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Absolument. Excellente publication que je présente, n'est-ce pas, cher Renaud? Quel bon journal, vous avez raison Guillaume. Et bonsoir Yakana, qu'on retrouve au pupitre. Yakana, vous dessinez notamment pour Mon Quotidien, qui est le seul quotidien d'actualité pour les enfants de 10 à 14 ans. Bonsoir Yakana. Bonsoir. Tout de suite, on commence par la première actualité de la semaine. Je me tourne vers vous, Guillaume, avec cette menace terroriste donc, qui est revenue planer sur cette dernière semaine de campagne présidentielle. Absolument, et de façon très concrète, puisque mardi à Marseille ont été arrêtés 2 terroristes qui préparaient de façon imminente un attentat contre des candidats à la présidentielle, entraînant évidemment une montée de la tension qui est inédite, Pascal Blanchard, quelques jours avant une échéance électorale de cette importance. Oui, on n'a pas connu en Europe depuis de nombreuses années une élection. D'abord, on pensait que ça pouvait arriver, et là, il y a des faits avérés où un candidat ou une candidate, puisqu'aujourd'hui, dans l'État, on est difficile de trancher sur qui était visé, surtout que c'était à Marseille, qu'il y avait un meeting de Marine Le Pen. Donc, un candidat ou une candidate était visé dans la campagne, ce qui aurait pu totalement déstabiliser le processus démocratique et le processus électoral. Donc oui, et ça prouve bien que justement les terroristes sont aujourd'hui très dans l'histoire politique de nos pays, très dans l'actualité. Ils savent que, informés. voilà, plus qu'informés même, ils savent que ce serait un moment où une élection pourrait donc basculer, donc créer un climat de tension qui leur serait favorable. Donc oui, c'était véritablement un événement majeur. Vous pensez, Anne-Elisabeth Moutet, que Daesh a un calendrier électoral, pour reprendre un peu Parce qu'ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds, ils savent donc qu'il y a des élections, ils savent très très bien ce que c'est que de faire du buzz, parce que c'est un mouvement moderne. Perico Légas, vous pensez que ça peut avoir un impact politique pour les électeurs, cette tension et cette menace? Et les électeurs que je rencontre sont scandalisés. Qui aurait imaginé le 14 novembre 2015 que dans les 2 ans qu'allaient suivre, la tragédie que venait de vivre la France, historique depuis la guerre d'Algérie, une attaque de guerre, ne serait pas l'essentiel de la campagne? Là, Macron en parle dernièrement, et on se souvient qu'il y a eu 243 morts tués, des enfants, des femmes françaises, dans la rue française, avec un terrorisme omniprésent qui se rappelle à nous, ça veut dire qu'on avait presque oublié, ça veut dire que cette campagne est une campagne très malade. Et bien entendu, je pense que ces enjeux-là sont un petit peu plus graves. Comment vous l'expliquez que ça n'ait pas été évoqué tant que ça pendant la campagne? Parce qu'on ne campagne? veut pas stigmatiser le monde musulman, parce qu'il fallait oublier cet épisode. Les médias sont tous mis d'accord. On tourne la page, c'est fini, l'état d'urgence a fonctionné. Monsieur Cazeneuve... Pour tous les candidats, pour les 12 candidats, il s'agit de pas stigmatiser. Non, alors évidemment, ceux qui l'ont évoqué sont évidemment ceux qui sont dans la stigmatisation. Alors on s'est beaucoup plus passionné pour le prix de certains costumes et de savoir si un tel appelait Moscou M. Poutine, que de savoir si aujourd'hui la sécurité du peuple français était garantie. Elle n'est pas garantie. On a la preuve, et ça n'a pas été au cœur de la campagne. Les candidats le paieront. Les candidats le paieront, l'électorat se forgera. Pascal Blanchard, la lutte contre le terrorisme, ça devrait être un sujet de clivage dans le débat politique? Ça ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce que l'après-Charlie a créé quelque chose qui est une sorte d'union nationale. C'est assez particulier. Personne n'a pensé d'ailleurs que les Français allaient si bien réagir après les attentats. Après Charlie, mais pas après le Bataclan, Oui, où là, il y a eu des oppositions fortes. Oui, mais il y a des Marine Le Pen, oppositions, mais par exemple. globalement, il y a une forme d'union nationale autour des enjeux politiques, militaires, stratégiques, policiers par rapport à cette question. Ce n'est pas tant que ça, malgré que Marine Le Pen tente de remuer le foulard rouge de l'angoisse et de l'inquiétude. Sur le fond, il y a une forme dans l'opinion et dans aujourd'hui la classe politique, d'union nationale sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur cette question-là. Et donc personne ose jouer sur un enjeu qui, quelque part aujourd'hui, est devenu extrêmement complexe. Je pense que, quoi qu'on en pense, il n'y a pas un clivage tel qui fait que ça pourrait être un sujet électoral. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'état d'urgence. Mais on n'est pas d'accord sur la politique à suivre, mais on est d'accord que ça ne doit pas être un sujet de
combat politique ou d'opposition politique. Et même, c'est même presque surprenant que Marine Le Pen ne l'ait pas utilisé. Mais attends, je mets juste là-dessus. Marine Le Pen ne l'a pas utilisé en amont dans la campagne. En fin de campagne, elle l'utilise, mais elle n'a pas joué pendant les 2 mois de campagne sur cette question-là, vouloir se distinguer en ayant une politique autre sur la question, même si elle a dit qu'avec elle... Non mais attends. On a vu aussi à noter que ce n'était pas un sujet uniquement français d'ailleurs, puisque la Russie a été frappée malheureusement récemment, l'Allemagne aussi, etc. Donc ce n'est pas une menace qui pèse que sur la France. Non, mais moi je pense que nous avons une libanisation des sociétés occidentales dans le sens qu'au Liban, il y a des bombes. Ça fait un certain temps qu'il y a des bombes, elles tuent du monde, elles tuent même des premiers ministres. Et les Libanais, quand vous habitez au Liban, ils disent bon, bah, on n'aime pas ça, mais enfin, on vivrait plus si on sortait pas. Alors, une certaine attitude et je suis absolument, enfin, je considère que l'un des grands défis, c'est le terrorisme islamique, mais l'hystérie devant le terrorisme islamique, c'est également un très grand danger. Et le fait que cette hystérie est en train lentement de disparaître, ça me paraît une chose intéressante pour nos sociétés. Je dirais pas que c'est bien, parce que ça veut dire que le problème existe, mais je pense que c'est important de garder son sang-froid. Et ça, on le fait. Alors, il y a tous les candidats ne se retrouvent pas, donc on le disait à l'instant, en première ligne pour évoquer la menace terroriste. Et c'est notamment le cas d'une candidate que vous voulez nous faire écouter. Absolument. C'est Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière, parce qu'elle, non seulement elle n'a pas l'air très au courant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas l'air particulièrement stressée. Regardez. Non, je n'ai pas été alertée. Je découvre ça dans la presse et dans les médias. Mais vous savez, bon, la menace terroriste, c'est une réalité qui pèse sur la tête de tous, je crois, dans le pays. Je ne me sens pas spécialement plus visée qu'un autre. Elle a raison. Vous pensez que ça peut être une excuse, entre guillemets, pour des Français de ne pas aller voter, cette crainte de l'attentat, y compris dans un bureau de vote? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, la campagne politique, la campagne électorale est centrée sur une politique politicienne, sur des enjeux, pour ne pas dire des ragots. Aujourd'hui, les Français veulent savoir lequel de ces candidats va fermer les mosquées salafistes et qui va neutraliser les fichiers S qui peuvent encore frapper, puisqu'on voit qu'ils sont sur le terrain. Voilà, ils veulent savoir. Personne n'a rapporté la réponse. Et je dis qu'il y aura une conséquence terrible sur l'enjeu électoral. Évidemment, à un moment donné, alors que c'était peut-être pas prioritaire, là, les Français vont se dire quel est celui qui nous défend le mieux. Et dimanche soir, on se rendra compte que ceux qui prétendent mieux défendre la France en sortiront mieux que ceux qui n'ont rien dit. Non, c'est une vraie question, savoir est-ce qu'il va y avoir véritablement une transcription électorale, par exemple, pour Fillon, pour Marine Le Pen, pour Dupont-Aignan, où les gens vont se dire leurs réponses politiques et structurelles vont avoir un impact. En même temps... Pendant la campagne, il y a quelques jours en meeting, Marine Le Pen expliquait qu'avec elle, il n'y aurait pas eu les attentats qui se sont produits. Et ça, je pense, par contre, c'est une erreur de sa part. Ça, c'est pas crédible. Voilà, exactement. C'est pas du tout crédible, c'est une vraie erreur de sa part, parce que les gens se disent, mais attendez, elle est en train de nous dire quelque chose comme si elle arrivait à faire ce que tous les autres pays, même l'Amérique, n'arriveraient pas à faire. Là, je pense que là, elle a perdu des voix sur cette réflexion-là. Vladimir Poutine, qui n'est pas particulièrement laxiste en Russie. Exactement, et ça n'empêche pas d'avoir des attentats aujourd'hui en Russie. Donc je ne sais pas s'il ne va pas y avoir une forme de neutralisation de cette réaction électorale. En tout cas, les gens vont y penser, et il n'est pas impossible que les gens n'aillent pas voter de peur qu'il se passe quelque chose pendant les élections. Ça, oui. Pascal, croisons les doigts pour qu'il ne se passe rien. Bien sûr. Mais c'est après-demain. On le sait. Croisons les doigts, parce que là, je peux vous dire que tout change. Croisons les doigts et regardons le dessin de Yakana. Yakana. Oui, j'ai dessiné 2 terroristes dépités. L'attentat de Marseille a foiré, on fait quoi? Un attentat en hologramme depuis la Syrie. Et puis, comme le compte à rebours est enclenché, H-48, un détonateur, mais que fait la police? Bravo Yakana. Alors, on était déjà dans l'art, en quelque sorte, avec les dessins de Yakana. On va y rester avec vous, Guillaume Roquette, puisque je sais que tout petit déjà, vous faisiez des tours Eiffel en allumettes. Faites-vous un fan d'art contemporain. Et c'est votre duel de la semaine. C'est vrai, je ne sais pas si je suis un performeur pour autant, mais en tout cas, je voudrais vous en présenter 2 cette semaine. Vous savez, les performeurs, ce sont ces artistes qui, à travers la mise en scène de leur propre personne, écoutez, font des œuvres d'art qu'ils présentent au public. Alors, le duel de cette semaine, à ma gauche, Abraham Poincheval, 45 ans. Vous vous souvenez peut-être, c'est lui qui a passé une semaine à l'intérieur d'une énorme pierre qu'il avait quand même coupée en 2 pour pouvoir entrer à l'intérieur et creuser un petit peu aussi. Et puis, à ma droite, l'Américain Shia LaBeouf, 31 ans. Alors lui, il est surtout célèbre comme acteur. Il a tourné dans des suites de blockbusters comme Indiana Jones ou Wall Street. Et des 2 côtés de l'Atlantique, ces 2 artistes surenchérissent dans l'imagination absurde pour créer des œuvres éphémères. Alors on commence par Shia LaBeouf. Il y a 10 jours, il s'est enfermé dans un chalet au milieu de la Laponie, sans contact avec l'extérieur, sauf un lien vidéo avec le reste de l'humanité et plus précisément avec les visiteurs d'un musée d'Helsinki avec lequel il est relié. Tandis qu'Abraham Poincheval, son rival français, alors lui, il s'est lancé un nouveau défi il y a 3 semaines, couver 10 œufs
jusqu'à l'éclosion. Alors pour arriver à ses fins, l'artiste s'est enfermé dans une boîte en plexiglas au Palais de Tokyo, le célèbre musée d'art contemporain parisien, donc devant les spectateurs. Alors il a raconté qu'il dormait le moins possible et il a passé le plus clair de son temps assis sur une chaise, faisant office de table de couvaison avec un système pour poser les œufs en évitant de les écraser. Évidemment, ça aurait été dommage. Alors tout ça est très sérieux et d'ailleurs Point Cheval l'a expliqué à Arte. Regardez. Avec cette pièce qui s'appelle œuf, qui est en fait de couver durant 21-26 jours en fait, des œufs jusqu'à ce que ceux-ci éclosent. Et voilà, que je sois la mère de ces poussins. Voilà. Est-ce que vous savez sur quoi je suis assis d'ailleurs en ce moment? Je préfère ne pas le savoir. Mais donc, revenons à nos moutons, ou en tout cas à Point Cheval, qui donc ambitionnait, on l'a entendu, d'être la mère de ces poussins dans une sorte de gestation pour autrui, version poulailler. Ça a d'ailleurs été un succès complet, puisque les petites bêtes sont nées avant-hier et la mère et les enfants se portent le mieux possible, me dit-on. Alors, du côté de Shia LaBeouf, ça marche un petit peu moins bien. Je suis allé plusieurs fois sur son site internet pour essayer de le regarder en vidéo, mais aucune image n'était disponible. Alors, j'espère qu'il ne s'est pas fait mordre par un ours ou encore né par un renne. Enfin, vous me direz, s'il y avait une vidéo pour regarder ça, ça fera une belle performance. Et puis, j'ai oublié de vous dire aussi que le projet de Shia LaBeouf, le projet artistique, ça s'appelle « Tout seul, ensemble ». Alors, vous trouvez peut-être que ce titre n'est qu'un banal oxymore, mais dans ces cas-là, c'est que vraiment, vous ne comprenez rien à l'art contemporain. J'y vois les hologrammes. Le bœuf, c'est Jean Lassalle dans sa cabane au Béarn, en train de chasser les ours, qui attend. Et l'autre, il est en train de couver ce qui reste du Parti Socialiste, c'est Hamon sur ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas du tout végétarien, c'est le bœuf contre cheval. Ça fait avancer. Alors là, le débat est ouvert. Ah oui, voilà. Alors, qui, du cheval ou du bœuf va gagner? Il y a une énorme différence entre les deux. Je veux dire que Point Cheval, c'est vraiment un artiste intéressant avec une idée de remettre, de faire bouger les plaques tectoniques de notre conscience et de ce que nous pouvons supporter et de l'imaginaire des gens qui le regardent faire ça. Je veux dire, une semaine dans une pierre, c'est pas rien. Mais Shia LaBeouf, c'est un acteur de Hollywood trop payé, à qui personne n'a jamais dit non depuis environ 10 ans, puisqu'il représente tellement de fric qu'on lui passe ses meilleurs caprices. Et donc son caprice, c'est je fais de l'art contemporain. Regardez-moi, je fais de l'art contemporain. C'est pour ça que le truc essentiel de son machin, c'est un lien vidéo. Et donc il est là en train de faire son numéro. Il est ridicule, c'est pas de l'art, ça. Très honnêtement. Pascal Blanchard, vous qui êtes un artiste. Alors, vous venez voir les vrais artistes, parce que ça, c'est du n'importe quoi. Vous qu'on couvre depuis si longtemps. Allez-y. C'est du total n'importe quoi. D'ailleurs, je pense qu'on ne le dit pas assez, ça touche pas tant de public que ça. Ça ne marche pas autant que ça. Savoir comme les médias, avec tout ça, impôts, anachronique, bizarre, drôle, joke. Vous êtes d'ailleurs tout autant moqueur dans votre chronique que respectueux. Si, cher ami. Tu sais que Van Gogh, ça ne se vendait jamais. Oui, d'accord, mais attends, c'est pas pareil. Quelque part, il faisait un art. Là, il fait pas un œuf, il couve un œuf. Non, mais c'est pas de l'art, couver un œuf. Excusez-moi. L'art, on y retourne. Voilà, on y retourne avec Yakana. Oui, j'ai dessiné Abraham Point Cheval enfermé. Donc les aléas de l'art contemporain, c'était des œufs de crocodile en fait. Sacrée performance. Attention Renaud Delis, sur quoi vous êtes assis? Je fais attention, n'ayez crainte. Alors Nadia, élection toujours, mais cette fois-ci de l'autre côté de la Manche, donc avec l'annonce surprise de la première ministre britannique cette semaine, Theresa May. Ouais, et c'est donc votre hashtag. Ah, j'aurais dit mot dièse. Ou mot dièse, allez, mot dièse, qui est General Election, prononcé avec l'accent british, donc pas comme je viens de le faire. Et c'est donc avec ce mot-clé que les Britanniques se sont départis de leur flegme légendaire pour commenter cette annonce choc faite par Theresa May, puisque ça s'est passé mardi. La Première ministre a pris vraiment tout le monde de court en annonçant la tenue d'élections législatives anticipées le 8 juin prochain. Elle a expliqué alors avoir pris cette décision, je la cite, récemment et avec réticence. Et on a envie de dire, tu m'étonnes, parce que depuis sa succession à David Cameron, c'était en juillet 2016, elle n'a jamais cessé de dire qu'il n'y aura pas d'élections avant celles qui sont normalement prévues, qui étaient normalement prévues en 2020. Et donc cette annonce surprise a provoqué, on s'en doute, des réactions très contrastées du côté des sujets britanniques, d'abord, qui ont exprimé une forme de lassitude, de fatigue, voire d'épuisement, parce qu'ils sont littéralement essorés par des mois de campagne pour le référendum sur le Brexit, et une issue qui, évidemment, n'a pas satisfait tout le monde. Donc, nombreux sont ceux qui ont envie de voter comme de se pendre. Alors, j'ai sélectionné les tweets les plus polis. Il y a une Britannique, par exemple, qui écrit « Oui, votons, parce que demander aux Britanniques de voter pour des trucs, ça a super bien marché ces derniers temps. » Elle fait évidemment référence au Brexit. Et un autre internaute demande presque sérieusement s'il est possible d'organiser un vote pour décider si on peut voter moins souvent dans ce pays. Et la réaction la plus intéressante et la plus drôle aussi, c'est celle de Brenda. Elle a 75 ans, elle vit à Bristol et regardez sa tête quand un journaliste de la BBC lui annonce la mauvaise nouvelle. On regarde. General election.
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't stand this. There's too much politics going on at the moment. Why does she need to do it? Ouais, on aimerait bien lui répondre, mais on ne sait pas quoi lui répondre exactement. Alors ça, c'est pour les sujets britanniques. Pour la presse, c'est tout, on va y venir. Pour la presse, c'est tout autre chose que le Daily Mail, qui est un tabloïd britannique, se frotte les mains, littéralement, en titrant « Écrasons les saboteurs », comprendre « Écrasons les opposants au Brexit ». Et c'est en effet ce qui semble se dessiner derrière tout ça, les modalités de la sortie, de la rupture avec l'Union européenne. Ça va être au cœur vraiment de ce nouveau scrutin. Et on sait que Theresa May est pour un Brexit dur, un hard Brexit, comme on dit. Or, rarement un Premier ministre britannique, en tout cas, n'a été aussi populaire. Les conservateurs sont crédités de 43% des intentions de vote contre seulement 25%, peut-être moins que ça encore, pour les travaillistes. Il se murmure même que Jeremy Corbyn songerait d'ores et déjà à démissionner. Quant à Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, qui elle aussi rêve d'un vote, mais pour l'indépendance de l'Écosse, elle doit être à peu près dans le même état que Brenda, je pense, aujourd'hui. Alors, merci Nadia. Restons en Angleterre, d'ailleurs, pour notre une de la semaine. Regardez, ça, c'était mercredi, à la une du Guardian, donc au lendemain de l'annonce surprise de Theresa May, et cette photo donc de la première ministre britannique qui sort du 10 Downing Street, réjouie de son annonce. Anne-Elisabeth Moutet, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle a comme ça convoqué des élections anticipées? C'est donc pour nous concocter un hard Brexit? Elle a convoqué des élections anticipées parce qu'elle sait qu'elle peut les gagner. Ah. Et normalement, en Grande-Bretagne, le Premier ministre a le loisir de faire une élection quand il veut. Donc ça, c'est pas comme en France, on dit une dissolution, c'est quelque chose d'important. C'est déjà vu une dissolution qu'un président de la République. D'ailleurs, ça ne donne pas toujours les résultats qu'on en espère, mais dans son cas, elle, ce serait étonnant que si elle ne le gagne pas, c'est pas une politique, c'est pas quelqu'un qui a de la pensée politique philosophique, mais c'est une très bonne tacticienne. Donc elle veut quoi? Profiter de la bonne santé de son parti? Tout le monde lui reproche le fait qu'elle n'a pas été élue et qu'elle est arrivée comme deuxième choix après, puisque c'était la guerre entre Boris Johnson et quelques autres. Et par conséquent, ça lui donne une légitimité. Et d'autre part, tout ce qu'elle a fait, en réalité, je pense qu'elle pensait à cette élection depuis le moment où elle est arrivée. Naturellement, on ne dit pas qu'on va avoir une élection parce que sinon les gens disent c'est la semaine prochaine, donc ça ne sert à rien. Et il fallait qu'elle montre une certaine fermeté dans le fait qu'elle avait soutenu non pas le Brexit, mais l'inverse, quand elle était au gouvernement, pas avec beaucoup d'enthousiasme, mais c'est ce qu'elle avait fait, parce que c'était son opportunisme qui n'est jamais en défaut, qui la permettait de le soutenir. Et là, maintenant, ayant prouvé qu'elle allait servir le peuple, c'est un slogan qu'on retrouve dans la campagne française, d'ailleurs, au nom du peuple, elle se présente dans un truc où non seulement elle sait qu'elle va gagner, on a dit, ils n'ont jamais été aussi populaires, les Tories ne sont pas tellement populaires, le Brexit est populaire, et par ailleurs, Corbyn, lui, le parti travailliste en Grande-Bretagne a de grandes chances de disparaître. Regardez, je crois que Guillaume a une question. Il y a un rapport au peuple différent chez les Anglais, en tout cas politiquement, Perico Légas, par rapport à en France? C'est une leçon de démocratie. Nous avons, l'habitude dans notre République, quand un président de la République perd les législatives, 86, 97, il ne démissionne pas. Quand il fait un référendum de TCE en 2005, écrasant la majorité du non, il ne démissionne pas. Quand Tsipras, il trahit son référendum, il reva devant les électeurs en octobre suivant. Il dit voilà, j'ai pas tenu ma promesse parce que j'ai pas pu, et le peuple le reconduit en disant bravo, tu viens assumer tes responsabilités. En France, on se comporte comme des voyous. C'est tout à l'honneur de cette Première ministre qui, comme l'a dit Elisabeth, n'a pas été investie par un vote électoral. Elle va demander la légitimité. Bien sûr qu'elle profite d'une conjoncture profitable, mais c'est une leçon de démocratie dont la République française devrait tirer profit. Est-ce que cette élection législative peut remettre en cause le Brexit, Pascal Blanchard? Oui, tout à fait, parce que d'abord, j'écoute mes camarades. Je ne suis pas sûr que Chirac ne sort pas de ce corps-là. C'est aussi un choix très opportuniste, parce qu'à ce moment-là, elle pense que dans un mois et demi, elle aura cette majorité. Parce que la gauche, je pense que les électeurs anglais vont voter écossais. Ouais. C'est pas un problème que de gauche. Il y a le Ligue, il y a la gauche, mais il y a aussi les Écossais, il y a des enjeux très territoriaux, il y a aussi le ras-le-bol des électeurs. Donc, quelque part, elle prend un risque énorme, exactement comme Chirac, presque jour pour jour, 10 ans plus tôt. Je ne suis pas du tout sûr, comme mes petits camarades, qu'elle va faire un bon pari et qu'elle ne va pas devoir démissionner cet été. 20 ans plus tôt, Chirac. Pardon, 97, excusez-moi. 20 ans plus tôt. Je ne suis pas du tout sûr... 20 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas. Enchaînez, Pascal. Et je ne suis pas du tout sûr qu'elle va gagner son élection parce que l'opposition et le ras-le-bol des Anglais des élections... Mais ils n'ont personne pour qui voter. Mais c'est pas vraiment ça, c'est voter contre. Ils ont quelqu'un. Voter contre elle. Le Parti travailliste est pour le Brexit. Donc elle est gagnante-gagnante. Il est très ambigu sur le Brexit parce qu'il est coupé en deux sur le Brexit, parce que Corbyn
a un vrai problème sur cette question-là. Il a un vrai problème sur tout. Mais les électeurs anglais en ont marre des élections. Elle a surtout un avantage, elle n'a pas Juppé à Matignon et Issa comme secrétaire Il général peut de le conseiller. Voilà. Ça, c'est pas faux. Encore que Villepin est peut-être le conseiller aucune de cette affaire. Et nous, on en a un autre avantage, c'est qu'on a Yakana au pupitre. Il y a un dessin d'Yakana. Oui, j'ai dessiné des électeurs anglais un peu fatigués. On vote contre quoi déjà cette fois? Oui, c'est exactement ça. Excellent. Et ensuite, Deuxième dessin, Yakana. un électeur qui a mal au bras, trop d'élections, ménagez-vous. Merci Yakana. Tout de suite, on passe à la deuxième actualité de la semaine et on revient à la campagne présidentielle ces derniers jours en France. Avec Guillaume à J-2, avant le premier tour qui a lieu dimanche, toute l'Europe qui regarde cette élection présidentielle française. Oui, de façon un peu interloquée, ne serait-ce que parce que parmi les 4 candidats susceptibles d'être présents au second tour, en tout cas 2 parmi eux, si on en croit les sondages, il y a 2 candidats qui sont, si ce n'est contre l'Europe, en tout cas violemment opposés à l'Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement. Et ça, évidemment, ça inquiète les Européens. Anne-Elisabeth Moutet, il y a un risque de destruction de l'Europe, de désintégration selon nos voisins? Alors, suivant tous nos voisins, y compris les Britanniques qui ont décidé de ne plus être européens et qui trouvent ça formidable, eux, bien sûr, parce qu'ils aimeraient bien être en bonne compagnie. Et alors, les journaux anglais, d'ailleurs, maintenant, on a surnommé les candidats français, on a la facho, le bobo, le général Bolivar et le Talleyrand du pauvre. Et ce sont nos 4 candidats. Le Talleyrand du pauvre, on n'a pas regardé ses costumes. Ne parlez pas costumes dans cette campagne. Ne parlez pas costumes. Il se les a donnés aussi. D'ailleurs, plus corrompu que My Taylor is rich. Le Taylor, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on se rend bien compte que la France fait partie de l'eurozone, la France est membre fondateur de la communauté économique du charbon et de l'acier. Si elle s'en va de l'Europe, il n'y a plus d'Europe. Et à ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe ensuite. Alors, les Britanniques trouvent que c'est très bien. Ils disent ça prouve bien que c'est un mouvement national, etc. Les Allemands ne sont pas rassurés du tout, parce que les Allemands qui font l'Europe tout seul, on a vu ça dans le passé, on n'aime pas ça du tout. Et en Italie aussi, il y a des tentations centrifuges anti-européennes également. Donc, le danger est réel. Et même nos amis américains se sont émus de l'état de l'élection française, enfin ceux qui savent qu'il y a une élection en France. Alors. Et vous avez maintenant une période bénie dans la télévision américaine ou dans les talk-shows rigolos de la fin de soirée, John Oliver, où ils expliquent, vous pensez que les Français ont un système politique étrange, écoutez franchement, regardez le nôtre, et brusquement ils expliquent que la politique en France c'est plus intelligent, c'est mieux fait, c'est plus rationnel, etc. Pour la première fois, CNN envoie un envoyé spécial qui va suivre en live pendant 15 jours la campagne électorale. C'est la première fois que ça arrive en continu pendant toute la campagne, ce qui veut dire que même pour les Américains, ce côté étrange est aussi important parce qu'ils savent que Elle intéresse plus à l'étranger qu'en France. Non, elle intéresse autant. Attendez, on peut tout dire sur cette campagne. Mais le fait de dire que les Français ne se soient pas intéressés à la campagne, ce serait une erreur. On n'a jamais autant parlé politique depuis 20 ans que pendant cette campagne. Vous soyez d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le score. Les gens parlent politique. Arrêtons de dire que ce pays ne parle pas politique. En tout cas, il y a des audiences bonnes dans les Il y a des audiences qui sont bonnes. Après, les gars, nos voisins ont raison d'avoir peur d'un Frexit. Oui, ça sera un tournant historique. On verra les résultats dimanche soir, parce que c'est dans ce premier tour que va se jouer l'enjeu européen. D'abord, ce n'est pas pour ou contre l'Europe, on est tous européens, c'est pour ou contre cette Union européenne avec ce système économique. Le cumul des voix des candidats qui sont eurosceptiques seront à mesurer au cumul des voix des 2 qui sont pour l'Europe, c'est-à-dire Macron et Hamon. On verra aujourd'hui que dans le peuple français et les... Alors, Fillon n'est pas pour la il est sortie pour l'Europe, mais européenne. avec des réserves. Il dit qu'il va quand même réétudier La tout question ça. de Guillaume, c'était sur le Frexit. Dimanche soir, nous saurons si la France est frexitable ou pas. Et nous verrons bien au score, on va attendre le résultat, ceux qui sont résolument pour une renégociation et une redéfinition de l'Europe, on verra combien ils pèseront et nous aurons peut-être une vision cartographique de la position de l'opinion française par rapport à l'Union européenne. L'Europe n'est pas aujourd'hui l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'est pas la question essentielle du vote des Français dans cette élection. Qu'ils puissent être lus, entre autres, à l'aune de cette réponse-là. Et d'ailleurs, aucun des candidats n'est si clair que ça. Et à part François Asselineau, il n'y a pas vraiment un candidat qui prône le Frexit, d'ailleurs. Nous sommes d'accord. Et tout à fait. Et c'est pas aussi clair que ça. Et chaque candidat dit qu'il y aura ou des négociations, ou des débats, ou un référendum. Ou un référendum. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Et les Français ne votent pas pour la question. Les Français ne votent pas à cette élection-là au nom de l'Europe. C'est une des questions essentielles. Oui, ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres. Oui, il y a des importantes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de paris. Il y a la fin, d'une certaine manière, des années Hollande, qui est un point important. Il y a le chômage. Et puis il y a la question de l'immigration, excusez-moi. Et tout ça est lié à l'Europe. Le Front National est haut pour une raison qui n'est pas que l'Europe. D'ailleurs, Marine Le Pen, depuis une semaine, ne parle plus de l'Europe. Elle est sur d'autres enjeux, d'autres questions. Elle revient avec une vieille tradition Front National, parce que c'est là-dessus que l'élection va se jouer avec les gens de Fillon. Un mot, Anne-Elisabeth Moutet, de conclusion. Un mot.
Je sais que vous en êtes capable. En tous les cas, nos voisins trouvent que même dans nos campagnes électorales, on rigole un peu plus que dans les leurs. Ah, parce c'est que bien français, ça, madame. C'est le bordel. Et alors, on ne sait pas si on va la terminer suivant les résultats au champagne ou au whisky. Tout le monde n'a pas On va passer aux travaux pratiques, justement, en matière de rigolade. Yakana, c'est à vous. Il y a 2 dessins, Yakana. Oui, en fait, comme tout le monde va nous regarder dimanche, il faudra bien s'habiller. C'est Pompidou ? Non. Et puis, donc, le suspense est total. Et c'est pas fini. Jacques Cheminade fait un bond de 0,1 à 0,15%. C'est moqueur. Merci, Yakana. Pour fêter ça. Vous êtes cruel, vous êtes cruel. Il n'y a pas de petits et de grands candidats. Voilà, il n'y a que des candidats. Bravo. Il n'y a que des candidats qui sont... C'est l'heure de l'invité du vendredi, mes amis. Aujourd'hui, donc, un astrophysicien, professeur et chercheur à l'Université Paris Diderot, Sylvain Chatty. Entrez, bienvenue. Bonjour. Sylvain Chatty, bonjour, qui va nous expliquer pourquoi est-ce que nous avons bien failli ne pas voter dimanche prochain, puisque un gros caillou nous a frôlé, c'était mercredi, mais ouf, encore raté, finalement, la fin du monde, donc c'était pas encore pour cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est un astéroïde qui s'est approché de nous. Quand on dit qu'il nous a frôlé, c'est un petit peu exagéré. C'est à ça, non ? Il est passé à 1,8 million de kilomètres, donc entre 4 et 5 fois la distance Terre-Lune, ce qui représente 140 fois la taille de la Terre. C'est comme si quelqu'un qui passe à 100 mètres de moi, je dis qu'il me frôle. C'est un peu pareil. Donc non, il ne nous a pas frôlé, il est passé pas loin de nous. Ce qui est important, c'est qu'il mesurait entre 600 et 900 mètres de diamètre, et ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est une taille qui est rare pour les astéroïdes. Un astéroïde aussi gros qui nous passe aussi près, c'est ça qui est un petit peu impressionnant. Maintenant, ce n'est pas un astéroïde qui est sur la liste des astéroïdes à risque pour nous. Alors, il faut peut-être expliquer un petit peu ce que c'est qu'un astéroïde. Donc, très rapidement, c'est un corps... Surtout, qu'est-ce que c'est qu'un astéroïde à risque ? Exactement. Ouais. Un astéroïde, c'est un corps formé de roches, en fait, qui est né au moment de la naissance du système solaire et qui constitue les briques d'assemblage des planètes. Et donc les planètes s'assemblent comme ça, avec toutes les briques qui viennent, dont la Terre par exemple. Et évidemment, comme quand vous construisez une maison, à la fin, quand elle est construite, il vous reste des briques que vous n'utilisez pas. Là, c'est pareil, il y a des astéroïdes qui sont restés. Oui, il y a toujours il y a des astéroïdes qui sont restés et qui continuent à tourner dans le système solaire. On les connaît, on a la liste. Ah bien sûr, on a combien ? la liste. Alors on a des astéroïdes. Il y en a à peu près 500 000, il y en a plein dans le système solaire, mais il y en a 16 000 qu'on appelle des géocroiseurs, c'est-à-dire qui peuvent croiser l'orbite de la Terre. Et sur ces 16 000, voilà, exactement. Sur ces 16 000, il y en a 600 qui potentiellement peuvent rentrer en collision avec la Terre. Et là, par exemple, celui de mercredi, il y avait un doute, les scientifiques avaient un doute sur la collision ? Non, c'était sûr. Il n'y avait aucun doute, on savait où il allait passer, il passait loin, et aucun C'est mieux que les sondeurs, ils n'ont aucun doute. Ça, c'est beau à voir. Perico. Le dernier, c'était quand ? Le gros, celui qui a fait du dégât. Ah bah le gros, le dernier gros, c'était il y a 65 millions d'années. Ouais. Ça fait quand même longtemps. Ouais. Et ça a quand même détruit, pas seulement les dinosaures, ça a détruit 80% des espèces vivantes sur Terre, animales et végétales. Et statistiquement, on sait qu'un jour, il va y en avoir un aussi gros qui va nous tomber dessus ? Ah ben, statistiquement, un qui fait 10 km comme celui-là, comme celui qui a 65 millions d'années, 10 km de diamètre, il tombe tous les 100 millions d'années, typiquement. Donc là, c'était il y a 65, donc ça ne veut pas dire non plus une fois tous les 100 millions d'années. Oui. Et celui qui est tombé en Sibérie au début du siècle dernier ? Oui, alors ça, c'est dans la forêt de la Tunguska, en Sibérie, en 1908. 50 mètres de diamètre, il a explosé au-dessus du sol et il a littéralement couché plusieurs dizaines de millions d'arbres sur des dizaines de kilomètres carrés et ça fait des dégâts considérables. Et si un jour, donc on sait que cette fois-ci la collision est inévitable et qu'un astéroïde va tomber, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se préparer ou est-ce que on attend ? Alors, rien à faire. Si aller à la cave, ou ça prenez Marianne et faites un casque avec. C'est le seul journal qui vous protège de la Abonnez-vous. Abonnez-vous à Marianne avec un casque. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des possibilités. Si c'est un petit astéroïde, typiquement 50 mètres de diamètre, on peut envoyer une sonde qui va essayer soit de bombarder l'astéroïde pour en faire plein de petits morceaux, et du coup ils vont se consumer dans l'atmosphère, soit on a des techniques pour essayer de dévier la trajectoire. En gros, un astéroïde qui fait 15 mètres de diamètre, au lieu qu'il arrive sur New York, il va arriver dans l'océan Atlantique. Ça fait moins de C'est monde. une bonne nouvelle de savoir que s'il arrive chez quelqu'un, on peut le mettre chez les autres. En tout cas, je peux vous dire que mercredi soir, les dinosaures du PS et de l'UMP ont tremblé. C'est un sujet qui vous passionne. Vous dites même que vous êtes marié avec le ciel. Comment vous savez ça ? Ça veut dire quoi ? On nous l'a dit. Ça veut juste dire que je suis en effet passionné, attiré par le ciel. Et oui, ce que j'avais dit, c'est quand j'étais petit, j'étais même amoureux des étoiles. J'étais amoureux des étoiles et donc je me serais bien marié avec une étoile jusqu'à ce que je comprenne qu'elle était un peu trop chaude pour moi. On va tous se marier avec une étoile, mais ça, c'est au Festival de Cannes, c'est la semaine prochaine. Le mot de la fin, Perico. Je constate que Cheminade a raison. Prévoyons le dégagement sur Mars. Si un jour une astéroïde imprévue venait culbuter. C'est le seul candidat qui en parle. Merci. Vous voyez, Cheminade est utile. Merci Sylvain Chatty d'être venu nous éclairer et nous prévenir surtout. Voilà, on suivra vos conseils. Merci beaucoup. Et à propos de gros cailloux,
Bah justement, c'est l'heure de l'histoire de la semaine de Claude Askolovitch. Entrée, Claude, bienvenue. Non, un petit caillou, Claude Askolovitch, qui va nous emmener aux États-Unis. Et Claude, vous êtes beaucoup plus équilibré que Donald Trump, c'est ça? C'est ce qu'on prétend, mais c'est vrai qu'aux aux États-Unis, on se pose une question, et notre histoire, en fait, est cette question: est-ce que le président des États-Unis d'Amérique est fou? Coucou, lunatique. C'est pour vous, chère Anne-Elisabeth. Voilà. Et ça, c'est une question que se posent réellement des très sérieux psychologues, cliniciens ou médecins psychiatres qui se réunissaient hier à l'université de Yale pour savoir si, pour le plus grand bien de l'humanité, il ne faudrait pas sortir cet homme fou de la Maison-Blanche. Il y a déjà une pétition qu'il réclame qui a été signée par plusieurs milliers de personnes depuis le mois de février. Il faut comprendre ceci: la matière grise de Donald Trump est devenue un sujet de débat ou de conversation parfaitement banal aux États-Unis. Et chez les inquiets, il y a même deux écoles. Donc la vôtre, si je comprends bien Renaud, il serait fou. Et il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas vraiment de sa faute à Donald Trump, mais simplement cet homme de 70 ans serait en train de devenir prématurément gâteux. C'est-à-dire qu'il présenterait des signes avant-coureurs, voire les premiers signes d'une démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est la thèse qui est défendue par un trentenaire, ça ne doute de rien, les trentenaires brillants. Il s'appelle David Pakman. Il a une émission de télévision où il avait déjà expliqué une fois que Donald Trump, sans doute, ne savait pas lire. Et là, il a décidé que c'était plutôt Alzheimer. Il a exposé méthodiquement toutes les bizarreries du président comme autant de signes cliniques. Alors son vocabulaire limité, son usage et son abus des mots d'enfant, great, smart, good, bad, son absence d'inhibition, son incohérence et même ses vertiges, parce qu'il a le vertige parfois, tout ceci montrerait que le mal a déjà saisi son cerveau. Et si vous voulez, on peut jouer sur ce plateau. Nous aussi cherchons donc des signes de délabrement chez Trump. Par exemple, ce regard un peu vide d'un homme perdu dans son monde et dans sa bulle quand cette pauvre Angela Merkel voulait lui serrer la main. Ou bien cette manière qu'il a eu récemment de raconter le bombardement syrien. Il était en train de manger le meilleur des gâteaux au chocolat avec le président chinois, quand tout d'un coup ça l'a pris, sauf que quand il a raconté l'histoire sur Fox News, il a dit qu'il avait bombardé l'Irak, pas la Syrie, il s'en souvenait plus. Gâteux ou fou, Donald Trump, faites vos jeux, mesdames et messieurs. Une chose quand même. Only in America, c'est l'Amérique. Quand on parle de free speech, de liberté d'expression, c'est autre chose que chez nous, où quand on traite un homme politique de fou, on ne le fait pas sérieusement, eux, oui. Maintenant, on peut aussi résister à cette fascination et se demander pourquoi cette conversation sur l'éventuelle folie ou gâtisme de Trump a pris si facilement. Est-ce que parce que cet homme est réellement bizarre ou parce que la politique qu'il prétend mener est à ce point différente de ce que croient les élites éclairées et progressistes qu'au fond, pour se rassurer, il faut que cet homme soit méchant ou bien complètement fou, puisqu'il refuse par exemple de combattre le réchauffement climatique. Un monstre ou un fou, c'est plus rassurant, un fou. Et là, il nous faut répondre à une autre question essentiellement démocratique. Jadis, en Union soviétique, on expédiait dans des asiles psychiatriques les dissidents qui refusaient d'admettre la perfection et la beauté du communisme. Alors bien sûr, l'URSS était une dictature et nous sommes des démocraties. Et ceux qui glosent sur le cerveau de Trump sont la quintessence autoproclamée des élites éclairées, progressistes et démocrates. Sauf que, à vouloir, à toute force, faire de votre adversaire un salaud, un fou, un dingue, un gâteux, et à considérer que les électeurs ont donc voté pour un salaud, un fou, un dingue, un gâteux, est-ce qu'on est encore dans la lucidité ou déjà dans le mépris de classe? Bon, en même temps, il est bizarre, hein. C'est clair. Pascal Blanchard, vous n'êtes pas fou? Non, c'est plus compliqué que ça. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur Reagan à partir de 1994, et notamment sur la sémiologie et les discours qu'il faisait. Et on a pu prouver, et ce qui a été démontré par la suite, qu'il était vraiment malade. Et par le vocabulaire qu'il a été, on a vu que dans les mots qu'il... Attendez, je termine. Par les mots qu'il employait... Oui, mais par les mots qu'il employait, on a décelé qu'à ce moment-là, la maladie l'avait touché. Et donc, par le vocabulaire qu'il employait, on pouvait mesurer le moindre mot qu'il prononçait. Ça veut dire que ce n'est pas une question qui, scientifiquement, est complètement aberrante de se poser la question de la santé mentale. Aujourd'hui, la science... Reagan a été élu en 1980. Oui, là, en l'occurrence, on cicatrise un tout nouveau président qui vient parce que justement, on est en train de mesurer à l'aune de ce qui s'est dit sur d'autres, on peut mesurer, quantifier et voir à un moment s'il y a un appauvrissement du vocabulaire, des réflexes, du discours. Dans les deux cas, c'est les présidents de droite pour lesquels on se On vient un moment historique de l'histoire politique française. Nous avons l'élite des observateurs politiques français. Un mec, il tient sa parole, il applique son programme électoral, il est soit fou, soit gâteux. Alors moi, des gens qui prennent la responsabilité d'envoyer des missiles sur j'allais dire Saddam Hussein, vous voyez, je suis aussi gâteux, sur la Syrie. C'est contagieux, hein. Voilà, parce que c'est le même conflit. Quelqu'un qui prend la responsabilité de passer un acte de guerre
par rapport à ceux qui ont dit qu'ils allaient faire, qu'attendent des commissions, eh bien j'aimerais que plus d'hommes politiques français soient alzhémérisés et tiennent leur respectent la parole, voilà, tiennent leurs engagements. Il a été élu pour ça, il a accompli sa parole. Évidemment, c'est un salaud. Il y a quelques dictateurs qui seraient inquiétants s'ils respectaient leur parole quand ils arrivent au pouvoir. D'accord, un dictateur n'est pas élu. Rassurez-vous, le docteur Yakana veille et il y a le diagnostic de Yakana. Oui, donc Donald Trump a un trou de mémoire. Cette maladie-là, j'ai oublié son nom. Ça rime avec Twitter. Alzheimer. Ah oui, voilà. Merci Yakana. Alors mes amis, nous vous avons demandé donc à chacun de choisir une photo qui résume, qui illustre l'actualité de la semaine à vos yeux. On va commencer avec vous, Anne-Elisabeth Moutet. Alors cette photo, elle nous emmène en Égypte, où les chrétiens d'Orient ont été victimes d'un nouvel attentat. Alors c'est plus que ça, c'est le monastère de Sainte-Catherine qui est un monastère orthodoxe qui garde le mont Sinaï où la légende dit que Moïse a reçu les tables de la loi. C'est un endroit qui est resté à peu près non touché, même pendant la période entre 67 et 73 où c'était sous occupation israélienne qui organisait simplement des quarts de touristes pour aller voir. Et ce monastère est dans un Sinaï qui en réalité n'est pratiquement plus contrôlé par les Égyptiens. Moi, je m'attendais à ce que ça arrive beaucoup plus tôt. Mardi, il y a eu une attaque de l'État islamique. Le Sinaï depuis 5 ou 6 ans maintenant. Les Égyptiens sont en guerre extrêmement violente dont personne ne parle. Vous avez 15 Gaza qui se passent tous les jours ailleurs dans le Sinaï et les gens n'en parlent pas beaucoup. Il y a eu des attentats qui ont été faits avec des gens qui retournaient ou qui venaient du Sinaï au Caire et ça aussi c'est des choses dont on ne parle pas. Alors ça fait partie, mais c'est très différent des attaques contre les... Ce ne sont pas des Coptes, ce sont des orthodoxes. C'est très différent des attaques contre les Coptes qui sont réelles aussi. Puisque tous les chrétiens d'Orient sont attaqués. Merci Anne-Elisabeth, on en a parlé. Et c'est maintenant la photo de Perico Légas. Alors c'est une autre forme de massacre, mais qui concerne aussi d'ailleurs toute une frange de la population, en l'occurrence les agriculteurs, les paysans qui en souffrent. C'est donc la grippe aviaire dans le sud-ouest. Alors c'est un des scandales politiques de la semaine. Nous avons eu l'an dernier une grande épidémie avec le virus de la grippe aviaire. On a éradiqué, on a tué 4 millions de volailles. On a arrêté l'activité chez les petits artisans qui ne pouvaient plus travailler. Malgré tout, ils sont passés au travers. Et là, rebelote, une nouvelle épidémie. Là, on a vraiment des doutes. On pense que cette épidémie-là a été introduite volontairement par des gens mal intentionnés pour finir le travail. Pardon, par qui alors? Qui pourrait faire ça? À qui profite le crime? C'est pas une thèse un peu complotiste? Ah non, les scientifiques ont dit que les bêtes contaminées, elles ne pouvaient pas se trouver là. Voilà. Il faut des preuves dans ce cas. Ah ben on a la souche. Oh ben là, vous savez... Pardon, Perico, juste vous avez dit à qui profite le crime? À qui profite le crime? Parce que je ne sais pas. À ceux qui vont récupérer les parts de marché des petits éleveurs qui vont être éradiqués puisqu'on demande d'abattre tous leurs Donc ce serait la grande distribution. Le gros, l'intensif. Perico Légas, je voudrais finir. Un mot, Perico. Un mot. Et donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où on sait que le virus, il est véhiculé par le transport des animaux. Le système intensif fait qu'on est obligé de faire une opération ici, le gavage, l'abattage, alors que les artisans, c'est dans le même... Donc, on transporte des canards contaminés. Le transport était interdit par la réglementation et là, l'administration a autorisé certains élevages à transporter des bêtes contaminées. Et les zones qu'ils ont traversées, qui étaient saines, parce que le camion est passé, l'administration dit aux éleveurs sains, vous devez abattre vos canards. Figurez-vous en plus, Perico, que Yakana nous annonce un nouveau massacre pour dimanche. Oui, moi j'ai trouvé une nouvelle légende à cette photo. Les abstentionnistes, le bureau de vote, c'est par là. Merci Yakana. Tout de suite, la photo de Pascal Blanchard. Vous nous emmenez en Turquie au lendemain de la victoire d'Erdogan au référendum. Ah, ça, une victoire qui sera pendant très longtemps, je pense, discuter dans l'histoire. Très courte victoire. Mais très courte victoire en fonction des résultats réels ou des résultats annoncés. Il y aura un débat pendant très longtemps dessus pour savoir la réalité de ces débats. Par contre, ce qui est fascinant, c'est que l'emblème de ceux qui soutiennent Erdogan, l'emblème d'aujourd'hui de ces des électeurs de base, des militants, c'est exactement ce qui était le modèle antithémique de ce qui était l'idée d'Erdogan, c'est l'anti-Atatürk. Il est arrivé au pouvoir en disant « je suis tout sauf Atatürk ». Il est rentré en politique à 25 ans. Atatürk, c'est l'inventeur de la Turquie moderne et laïque. C'est le drapeau qui est brandi. Exactement. Et dans cette image-là, c'est en fait le père fondateur de la nation moderne non musulmane, laïque, qui était l'antithèse de ce qu'était Erdogan. Et maintenant, pour justifier ce qu'il va être, et ça part d'une idée qui est simple, un grand sultan, un grand chef ottoman doit laisser sa trace dans l'histoire. Et il veut en fait être le Atatürk du XXIe siècle. Et il est en train de prendre comme modèle ce qui était la détestation absolue de ses militants initiaux. Cet homme
est en train de fabriquer jusqu'à 2029 une dictature quelque part aux frontières entre l'Orient et l'Occident, qui va certainement être une des raisons de bouleversement géostratégique et géopolitique. Et l'Europe se tait pour une raison unique comme le reste du monde, c'est parce qu'on a besoin qu'ils nous gardent. Elle lui a confié la patate chaude des réfugiés. Et c'est un scandale parce que dans la campagne électorale française, aucun candidat n'en a parlé. C'est l'heure tout de suite, mes amis, de retrouver l'inimitable, l'inégalable Benoît Forjard dans sa dérive des continents. Notre ami poète, qui est aussi prophète, va donc nous raconter ce qui s'est passé dimanche prochain. Bonsoir Renaud. Amis téléspectateurs qui trépignez d'impatience dans l'attente des résultats du scrutin, calmez-vous. Vous voulez savoir dès maintenant à quelle sauce vous serez mangé? Alors découvrez en exclusivité comment s'est déroulée la soirée du 23 avril. Dimanche, 14h, premier coup de tonnerre à l'annonce des chiffres de l'abstention. 11 électeurs seulement se sont rendus aux urnes, pas sorcier de deviner lesquels. Tout rentre dans l'ordre à 15h avec une participation à la hausse. Ouf, il s'agissait seulement d'une plaisanterie que les Français à l'unanimité avaient préparée en secret depuis des mois et dont rien n'avait filtré. Ah d'accord, excellent. 20h, un bug informatique empêche d'identifier clairement le visage des deux finalistes. C'est le chaos, chaque candidat profite de l'ambiguïté pour annoncer sa victoire. Le président Hollande sort de sa réserve, il assurera l'intérim le temps nécessaire à la résolution de la panne, quand bien même cela prendrait des mois, voire des années. Eh ben quoi? Pas la peine, président, car à 23h, c'est la délivrance. François Fillon et Benoît Hamon, donnés battus par les sondages, ont rejoué leur tour des primaires, le fameux coup de la dernière ligne droite. Manuel Valls annonce aussitôt se rallier sans réserve au candidat socialiste. Avec 7% des suffrages, Marine Le Pen réalise un score étonnamment bas. La cause, un canular diffusé sur Internet pendant le week-end, annonçant que les électeurs du FN pouvaient voter depuis chez eux à l'aide d'une simple imprimante. Beaucoup s'y seraient laissés prendre. Version des faits contestée par la nièce de la candidate, affirmant pour sa part être parvenue, non sans mal, à voter par ce biais. Minuit, enfin, badaboum, François Fillon, arrivé en tête, annonce son retrait d'une course dont la victoire lui semblait pourtant promise. Il entend ainsi donner une bonne leçon aux Français qui lui ont tant fait de misère pendant la campagne. Excédé, le candidat républicain quitte la scène en aspergeant de farine ses électeurs. À coup sûr, l'une des images fortes d'un 23 avril dont on se souviendra longtemps. Quel talent ce Benoît Forjard. Mais vous aussi, Yakana, vous avez un dessin? Oui, j'ai dessiné un astéroïde qui a impacté la Terre. Et merde, un astéroïde a emporté le bureau de... Aïe, aïe, aïe. Allez, merci à tous mes amis. C'est déjà terminé. À suivre dans un instant sur l'antenne d'Arte, un road movie scandinave, un mouton nommé Elvis, ou les aventures d'un imitateur d'Elvis Presley jusqu'au fin fond de la Norvège. Et lundi, c'est le retour d'une autre aventurière qui, elle, est inimitable, la seule, la vraie, l'unique Elisabeth. Bon week-end, à la semaine prochaine. Tchuss.